Bienvenue à cette nouvelle émission. On est ici avec M. Colin Chabot, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Aujourd'hui, on ne va pas parler des extraits, on va parler des phénomènes paranormaux. Un thème fantastique. Donc, on va voir qu'est-ce qui Colin a à dire. Bienvenue chez Latitude 35, Colin. Merci. On est rendu à la septième rencontre. Et j'ai encore quelque chose à dire, donc, OK. On va parler. OK, c'est parti. La première chose que je vais dire, tu as mentionné qu'on ne parle pas des d'extraterrestres, mais en même temps, je dois dire que les notions paranormales que je vais décrire, c'est quand même issu du milieu des extraterrestres. Parce que je ne parle, aujourd'hui surtout, je vais parler de qu'est-ce que c'est un médium, un voyant, d'où viennent les dons, comment interpréter les rêves, les voyages astraux, ainsi que les vies antérieures, comment avoir accès à ces vies antérieures. Mais tout ça va être expliqué à partir de notions extraterrestres. Ça veut dire que, OK, sur la Terre, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur tous ces sujets-là. Très intéressant, mais c'est quand même un point de vue humain. Tandis que les extraterrestres ont un autre point de vue, et sans avoir l'air prétentieux, leur point de vue est basé sur des découvertes qu'ils ont faites, qui sont scientifiques, qui ne sont pas des théories, mais des concepts prouvés, acceptés, vérifiés. Tu vois, il y a une différence. Alors, pour parler de tous ces sujets-là, il faut commencer par comprendre pour les extraterrestres, quel est le phénomène d'avoir un corps physique, d'être vivant et conscient. Parce que c'est à partir de ça qu'on va définir qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a des dons ou qui a des capacités paranormales. OK. Je dois faire un résumé de ce que j'ai raconté dans les autres vidéos. OK. Tout être vivant, pour être vivant et conscient, il a besoin d'avoir 3 corps. Toujours 3 corps. C'est un chiffre important. La conscience existe seulement si un être vivant a 3 corps. Dans notre cas, les humains sur la Terre, on a un corps physique, on a un corps émotionnel et on a un corps mental. On en a d'autres, mais ces 3-là, c'est les trois corps fondamentaux pour être conscient. Le corps physique, c'est le corps de l'action. On pose des gestes avec le corps. Le corps émotionnel, lui, c'est le corps des réactions. Réaction à nos actions. Et le corps mental, c'est le corps des constatations. C'est-à-dire que c'est comme après on pose une action, on a une réaction et on a une constatation. La conscience apparaît grâce au 3e corps, qui constate ce qui se passe. OK. Mais ces 3 corps-là, c'est des corps vibratoires. Donc, c'est des fréquences. Mais est-ce que les extraterrestres, ils ont compris que ça prenait 3 corps? Mais c'est quoi 3 corps? C'est des fréquences qui vibrent. Et c'est en s'entrechoquant, ces 3 corps-là, ça crée des flémèches. Et ces flémèches-là, c'est ça la conscience. La conscience, c'est une série d'étincelles. D'étincelles provoquées par la friction de 3 corps. Les 3 corps qu'on a de base s'entrechoquent constamment, créant une espèce de vibration, mais c'est comme une étincelle, et c'est ça qui donne la conscience. À un point tel que la conscience, on sait maintenant, les extraterrestres me disent que pour eux autres, la conscience, c'est pas un élément continu. C'est comme dans un film,
C'est une série d'images. Donc, pour les extraterrestres, la conscience, c'est des étincelles constantes qui amènent des étincelles de conscience, mais qui sont périodiques et non continues. Comme dans un film au cinéma, on croit que l'image est continue, mais c'est une série d'images rapides qui s'enchaînent l'une après l'autre. Mais la conscience, c'est la même chose. La conscience, c'est une série successive d'étincelles provoquées par les trois corps de base. Corps physique, corps émotionnel et corps mental. Sans au moins trois corps, on n'a pas la conscience d'exister. OK. Et là, il faut que je vous dise quelque chose que j'ai déjà dit dans le passé, c'est que comme la conscience est une série d'étincelles, la conscience n'existe que dans le présent, dans l'instant même. La conscience se prolonge d'étincelle en étincelle, mais dans le présent. La conscience n'existe que dans le présent. On est conscient que maintenant. Et ça, il faut l'admettre au point de départ, c'est que notre conscience, elle est là en ce moment. Mais dans la seconde qui vient de passer, il n'y a plus. Puis la seconde qui s'en vient, il n'y a rien. OK, j'explique tout ça, ça peut être un peu complexe, mais vous allez comprendre que ça va tout expliquer après ça, beaucoup de phénomènes. Une autre chose qu'il faut prendre conscience aussi, ça je ne veux pas blesser personne, mais pour les extraterrestres, le concept de l'âme n'existe pas. Ça veut dire, d'après les humains, ce qu'on appelle le concept qu'on a en nous, un élément éternel qui ne meurt jamais. C'est un concept qui n'existe pas, qui est impossible. La conscience existe parce qu'il y a trois corps qui rentrent en contact constamment. Et c'est ça qui provoque la conscience. Il n'y a pas en nous un élément qui est éternel. Quand on pense à un élément éternel, il faut penser que l'élément est jamais né. Ce qui ne meurt jamais n'est jamais né. Et ça n'existe pas dans l'univers quelque chose qui n'est jamais né et qui ne mourra jamais. Mais les extraterrestres ont créé des humains comme nous avec plusieurs corps, qui fait que quand le corps physique meurt, ça prend toujours trois corps pour être conscient individuellement. Donc, quand le corps physique meurt, c'est le corps émotionnel qui devient notre corps de base, le corps des actions. Le corps mental, c'est le corps des réactions. Puis on a un autre corps que moi j'appelle le corps sentimental, qui est un corps qui est le corps des constatations. Alors, quand le corps physique meurt, ça prend automatiquement trois autres corps, trois autres niveaux de fréquence pour continuer à être conscient individuellement. Donc, oui, on peut se prolonger éternellement, mais à travers différents corps. Sans corps, on n'existe pas. Quelle que soit la fréquence de notre corps, sans un corps, sans au moins trois corps, on n'existe pas en tant que conscience individuelle. Nous, les humains, on a été créés avec la chance d'avoir au moins cinq corps différents, qui fait que quand un meurt, il y en a toujours trois minimum pour prolonger la vie individuelle, la conscience individuelle. Mais le concept de l'âme, en tant qu'une entité en nous qui se prolonge indéfiniment, non. Il y a des êtres dans l'univers qui vivent 10 000 ans, 200 000 ans, 3 millions d'années, mais ils vont finir par mourir un jour, parce que le corps perdure qu'une période. Alors, moi, je préfère remplacer le mot âme par le mot conscience. On a en nous une conscience qui peut se prolonger après la mort, mais dans d'autres corps, différents corps. C'est ça. Et la conscience qui peut se prolonger après la mort, elle doit être toujours stimulée par un corps et elle vit toujours dans le présent. Alors, elle est éternellement consciente dans le présent. OK. Ça résume rapidement là, ce dont j'ai parlé. Ça peut avoir l'air un peu... c'est complexe et ça ne l'est pas, parce que pour les extraterrestres, ils ont tout prouvé ça. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est pas une théorie pour eux autres. Ils ont tous les éléments de preuve. Ils ont étudié différentes vies, différentes sortes de vies. Ils ont tous étudié et ils ont découvert tous ces processus-là. Pour eux autres, ce n'est pas une théorie, ça fait partie de leur acquis
qui ne remettent plus en question. Comprends? OK. Alors, et la survie après la mort, comme j'ai déjà dit, c'est que les animaux de base ont 3 corps seulement. Qui fait que quand leur corps physique meurt, il ne reste que 2 corps. Fait que les 2 corps qui restent ne peuvent pas prolonger la vie de la vie individuelle de l'animal. Alors, les 2 corps qui restent de l'animal retournent à l'esprit groupe de la race. Donc, les chevaux ont comme un esprit groupe qui relie toutes les corps secondaires des animaux. OK. Donc, les animaux se prolongent pas dans un individu, mais dans la collectivité de la race. Un cheval qui va acquérir certaines qualités à sa mort va en transmettre une partie à l'entité globale qui est représentée par les animaux. Qui fait que l'héritage des animaux se prolonge qu'à certains points dans la race. OK, je me répète, mais c'est correct. OK. C'est comment résumer en quelques phrases un immense savoir qui n'est pas facile à résumer. Mais j'essaie aussi de le rendre le plus simple possible. C'est sûr que sûrement que pour les extraterrestres, c'est plus complexe, c'est plus recherché, c'est plus détaillé, mais j'essaie de rendre ce que je raconte le plus simple possible. Et là, je vais rentrer dans une autre chose qui, là, c'est ça qu'on va parler en premier des médiums. Donc, quand le corps physique meurt, la conscience se prolonge dans son deuxième corps, qui est le corps émotionnel. J'ai déjà parlé que le corps physique occupe un espace précis. Le corps émotionnel est en général un tiers plus grand. Le corps mental, un tiers plus grand. Donc, chaque nouveau corps se déploie toujours plus large. Et plus les corps sont vastes, plus ils sont mouvants, plus subtils, un peu moins précis. Ils sont un peu plus en mouvance. OK. Alors, toi, tu vis une vie sur Terre, dans un corps physique. Qu'est-ce qui va perdurer après ta mort? Ça va être dans ton corps émotionnel. Alors, dépendamment de où est rendu ton corps émotionnel dans son évolution, il va y avoir une partie de ton héritage qui va se prolonger dans ton corps émotionnel. Mais si ton corps émotionnel est assez embryonnaire, pas très, très développé, ça se peut qu'une bonne partie de ton héritage de ta vie consciente est perdue quand tu transfères dans un corps émotionnel. Comme j'ai déjà dit, quand on quitte notre corps physique, on a l'impression que nos fantasmes, nos peurs, nos craintes, nos joies deviennent concrets autour de nous. Parce que le corps émotionnel est plus grand que notre corps physique. Donc, automatiquement, quand on quitte le corps physique, on ne se retrouve pas à englober tout de suite notre corps émotionnel, mais on fait juste comme, on est encore avec notre perception d'un corps physique, et tout d'un coup, on se retrouve dans notre corps émotionnel qui est plus grand. Fait que quand on meurt, souvent, les premiers temps après la mort, on vit nos fantasmes, nos visions de paradis ou nos peurs de la mort deviennent comme réalité. Pourquoi? Parce que nos émotions intérieures deviennent comme à l'extérieur de nous, parce que notre corps émotionnel est plus grand. Ça prend un certain temps avant de se réajuster dans notre corps émotionnel, puis dire, oh, nos émotions sont réelles à certains points, mais jusqu'à certains points, elles sont particulières à nous. OK, vas-y. Là, on en arrive aux médias, mais on s'en approche. Une question. Oui. Qu'est-ce que c'est les choses qui donnent la vie? Il dit qu'il y a une énergie. Qu'est-ce que c'est les choses qui donnent la vie? Parce que beaucoup de scientifiques, tu te souviens de Frankenstein, l'histoire de faire la vie, créer la vie dans un laboratoire. Mais qu'est-ce que c'est les choses qui donnent la vie à l'être humain et à tous les êtres vivants? Ah, quelle bombe! Une chose que des fois... Parce que beaucoup de personnes disent que c'est l'âme, qui a l'esprit de la vie. Donc, s'il n'existe pas, il y a une chose qui donne la vie. C'est que ce prolongement à travers nos différents corps,
C'est ça qui donne la vie et qui la prolonge. Mais c'est dur à... c'est un peu le principe de la poule et l'œuf. Qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf? Comme j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, la vie en général vient des mondes supérieurs. Dans Frankenstein, qu'est-ce qu'ils font pour rendre vivant Frankenstein? C'est qu'ils lui donnent des courants électriques. Ils canalisent des éclairs qu'ils envoient dans le corps inerte pour le mettre en vie. C'est l'étincelle de vie. Mais l'étincelle de vie, c'est l'électricité qui se passe entre les trois corps qui s'entrechoquent. Parce qu'on n'a pas un corps physique, ce n'est pas un corps qui est si dense que ça. C'est aussi une fréquence. Même si on le touche, puis on se dit, mon Dieu, que c'est solide, notre corps, mais c'est quand même des fréquences. Et c'est l'entrechoc entre deux, trois corps différents qui crée cette espèce d'étincelle de vie qui se prolonge. Mais c'est sûr que, ben c'est ça. J'ai un peu de misère Naja pourrait l'expliquer. Colin comprend pas tout à fait à quel niveau que ça se passe, la création. Comment expliquer? OK. Ça va être un peu difficile à comprendre, mais je vais essayer d'expliquer. J'ai déjà expliqué qu'on habitait dans un immense organisme vivant. Cet organisme vivant est immense, c'est tout l'univers comme on la connaît. Cet univers-là, elle est consciente. Elle est consciente d'exister. Nous, on a différents corps. OK? Quand un être humain meurt, l'organisme dans lequel on vit a besoin de se renouveler. Il a besoin de nous renouveler. Tu vas dire des choses à soi que je ne pensais pas parler, mais je vais en parler. Nous, dans notre corps, là, il y a des millions de cellules qui meurent à chaque seconde. Okay? Mais elles sont remplacées par des cellules identiques qui prolongent l'héritage des autres. Mais qui provoque ça? Toi? Moi? C'est nous qui provoquons ça. Nous sommes un Dieu pour notre corps. Quand des cellules meurent dans notre corps et qu'elles sont remplacées par des cellules identiques, qui entretient cette unité? Qui entretient un organisme qui est toujours complet, total et fonctionnel? C'est notre conscience, c'est nous. Nous sommes le Dieu pour toutes les vies qui sont en nous. Donc, c'est notre perception de notre identité complète qui se prolonge par lui-même. Donc, quand des cellules meurent dans notre corps, c'est notre conscience qui les prolonge. Nous faisons partie d'un univers qui est un être gigantesque, vivant et conscient. C'est lui-même qui entretient la vie pour qu'elle se perdure et qu'il continue à être entier, un être complet où il ne lui manque pas aucun organe. Wouhou! Ça fait une circonvolution là, dans ma tête en ce moment. Est-ce que tu as saisi un peu? C'est le concept des extraterrestres qui fait que nous-mêmes, nous nous recréons constamment pour rester vivant et un être entier. Mais l'univers elle-même fait la même chose. Et nous sommes une cellule dans l'univers qui a besoin d'être renouvelée pour que l'univers reste encore complet et entier. Pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus, parce que c'est sûr que le grand mécanisme qui fait que dans l'univers, tout se renouvelle, se recrée, et pour toujours donner un univers qui est équilibré, qui est complet, c'est un vaste débat que je peux pas tout de suite, parce que faut jamais oublier que je m'exprime à travers un corps humain, Colin, et que son mental a des limites,
il faut accepter que Colin a des limites dans la compréhension de ce que je peux expliquer. Je me rappelle à l'époque, quand on a écrit le livre ensemble, à l'origine de tout, ça arrivait que Naja disait une phrase, et moi, ça me prenait 3 jours pour la comprendre, pour essayer de l'écrire, pour que ça soit correct. Parce que si je la comprenais pas, je pouvais la retranscrire avec des erreurs. Donc, quelles que soient les notions que je transmets, je dois quand même passer à travers un cerveau qui a des limites au niveau des connaissances, mais aussi des connexions. OK? Mais je suis capable de passer par-dessus aussi. On va revenir puis comme je dis, s'il faut que je revienne sur le sujet de l'âme, je reviendrai. Je sais que ça a été un choc pour plusieurs personnes quand j'ai dit que on n'avait pas d'âme, mais qu'on avait une conscience qui se prolonge. C'est dur, mais tantôt je vais parler aussi de d'autres choses que tous les gens croient que ça se passe comme ça, mais que non, d'après ce que les extraterrestres ont découvert, tout ça. D'ailleurs, ça fait partie des débats de combien de fois j'ai entendu récemment sur Internet, nous, les humains, on a une âme, donc on a été privilégiés par un Dieu, tandis que l'ensemble des extraterrestres n'ont pas d'âme. Alors c'est des êtres qui n'ont pas été créés par Dieu. On ne sait pas par qui ils ont été créés, mais pas par Dieu parce qu'ils n'ont pas d'âme. Puis donc, s'ils n'ont pas d'âme, c'est des êtres qui sont pas positifs, qui sont même peut-être des êtres maléfiques, des êtres maudits, des êtres... Ça, j'ai entendu ça récemment. Et comme je t'ai parlé avant de commencer la vidéo, ça va être peut-être le prochain sujet de la prochaine vidéo, c'est toute cette vision obscure, noire, qu'on a sur l'univers et sur les extraterrestres. Donc, moi, ça me dérange quand les humains se mettent dans cette position-là. Nous, on est privilégiés, on a une âme. Quand les extraterrestres ont amené les humains sur la Terre, là, je me répète, excusez-moi si je me répète, les extraterrestres, ils ont bien dit aux humains, vous êtes chanceux, vous autres, parce que vous faites partie d'une race humanoïde qui a la grande chance de pouvoir se prolonger individuellement, indéfiniment, à travers différents corps. Mais les humains ont pensé, on est privilégiés parce qu'on vit éternellement. Ou du moins, on a un élément en nous qui est éternel. Ça a été mal compris, mal interprété. Parce que dans l'univers, il y a la seule chose qui est éternelle, c'est l'énergie primaire qui a donné naissance à toute chose. Quand on décompose les corps dans les éléments les plus simples, il n'y a que cette énergie-là, universelle, qui est à la base de toute forme de vie. Et c'est pour ça que les extraterrestres disent que cette énergie-là, elle est divine, parce que cette énergie-là n'a pas eu de commencement, n'a pas de fin, et elle semble éternelle, indestructible, immuable et éternelle. Et c'est simplement cette énergie-là qui est éternelle. Mais cette énergie-là, elle est éternelle, mais elle est inconsciente. Parce que quand elle est à l'état brut, à l'état naturel, elle ne vibre pas, elle ne vibre pas, donc elle n'acquiert pas un corps. Mais un corps, l'air, c'est un corps. Un nuage, c'est un corps. Un rayon de soleil, c'est un corps. C'est l'énergie première qui vibre puis qui prend une forme. Mais quand on parle de forme, c'est à l'infini. Donc, l'énergie première, c'est elle, et elle seule qui est éternelle. Mais elle est inconsciente. Pour prendre conscience, elle a besoin d'acquérir une forme, et elle a besoin de vibrer avec d'autres formes. 3 corps. On revient au point de départ, ça prend 3 corps. Et c'est pour ça que j'aime mieux parler d'une conscience qui se prolonge d'un corps à l'autre que de parler d'une âme qui se prolonge d'un corps à l'autre. Tu peux utiliser le mot âme, mais il faudra donner la vraie définition du mot âme. Mais moi, je préfère utiliser le mot conscience. OK. Mais trouve aussi une porte, parce que la porte la plus importante, c'est de dire, il y a un paradis après la mort. Il y a des êtres spirituels, il y a des anges, etc. Mais c'est où le paradis? Ils sont où les anges? De quoi ça a l'air un ange? C'est où le monde spirituel? Le paradis? Depuis qu'on va dans l'espace, on est obligé d'admettre que le ciel n'est pas là.
Le paradis n'est pas là. Mais où il est? Il est ici, mais à un autre niveau de fréquence. Il est ici. Le paradis est ici, mais à d'autres niveaux de fréquence. Quand moi je dis qu'on a un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, toujours un tiers plus grand, mais la Terre aussi a ses corps subtils. Un corps émotionnel, un corps mental. Tantôt, je vais raconter des choses précises qui vont montrer là, que c'est vrai. Alors, quand on meurt, où on va, c'est où le paradis? Mais on va dans les mondes de haute fréquence qu'on appelle le monde émotionnel, le monde mental. OK. Il faut visiter le monde émotionnel pour voir que c'est un monde palpable. C'est réel. Les gens pensent que quand on meurt, on se retrouve sous une forme nuageuse, lumineuse, et on est dans un monde informel. Non. OK. La matière qu'on connaît, elle n'est pas consciente parce qu'elle a juste un corps, qu'on appelle la fréquence de la matière physique. Quand on est dans le monde émotionnel, nous, on a le corps émotionnel pour capter l'environnement, on a un corps mental pour réagir à ce qui nous arrive, puis on a un corps supérieur qui nous amène à avoir des réflexions. Mais dans le monde émotionnel, quand tu as un corps émotionnel, une chaise qui est faite de la fréquence émotionnelle, là, c'est aussi solide qu'une chaise dans notre monde physique. Quand tu as un corps émotionnel, tu vas t'asseoir sur une chaise qui est une chaise faite de la fréquence émotionnelle. Mais la fréquence émotionnelle, c'est une fréquence. Mais quand on est dans le monde émotionnel, on a 3 corps. Nous, on a 3 corps. Mais la fréquence émotionnelle, c'est une fréquence qui donne vie à toute chose dans ce monde-là. Donc, les gens pensent que l'autre bord, c'est un monde immatériel. Mais non, l'autre bord, il y a des maisons, des jardins, des fleurs, des chaises, des tables. On s'assoit sur une chaise, puis la chaise est faite de la fréquence émotionnelle. Elle n'a pas 3 corps comme nous, mais donc elle n'a pas de conscience. Mais l'émotion, c'est une fréquence, puis l'univers des émotions, c'est une fréquence qui a son univers. Comme le monde mental, le corps mental a son univers, c'est une fréquence. Et quand on est ici, le monde physique, c'est une fréquence. Et on le ressent, la fréquence de la matière. Même si elle n'a pas d'autres corps pour la rendre intelligente ou consciente. Oublie! OK. C'est clair, ça? Bon, c'est clair, OK. Je me répéterai pas, je ne voudrais pas radoter, c'est pas mon genre. OK. Là, alors, quel est le phénomène des vies, de la mort et de la renaissance? C'est que quand le corps physique meurt, on se retrouve dans le monde émotionnel avec un corps émotionnel et on vit des expériences. Et après un certain temps, on renaît dans un corps. OK. Pourquoi que les gens ont des fois quelques souvenirs vagues de vie antérieure, puis certains n'en ont pas du tout? C'est que quand le corps physique meurt, une bonne partie de son héritage, de son expérience dans sa vie, est transmis dans son corps émotionnel. Et quand le corps physique meurt, le corps émotionnel prolonge notre expérience de vie sur la Terre, et à un moment donné, il se réincarne, ramenant son expérience émotionnelle dans un nouveau corps physique. Si tes émotions sont très, très bien imbriquées en symbiose avec ton corps physique, tu vas ramener dans ton corps physique des expériences très concrètes de ton ancienne vie. Mais si tes émotions ne sont pas si en harmonie avec ton corps physique, quand tu quittes ton corps physique, c'est possible que tes émotions ne transportent que des vagues souvenirs de ta vie physique sur la Terre. Et quand tu vas te réincarner, il va ramener ces brides de souvenirs. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ne sont pas en contact avec leurs émotions profondément vont avoir des souvenirs du genre, je sais pas, je suis mal à l'aise quand je suis dans une église, je suis pas bien au bord de l'eau, j'adore faire à manger, puis je sais pas trop pourquoi, j'adore. Cette personne-là, je sais pas pourquoi, elle me tape ses nerfs, puis je suis pas capable de la sentir. Alors, c'est des émotions vagues, qui sont des brides de souvenirs de d'autres vies. Tandis que quand ton corps émotionnel est bien en symbiose avec ton corps physique, c'est là que
tu as des chances d'avoir des souvenirs beaucoup plus précis, où là, tu te rappelles des brides de vie, tout ça. C'est un départ. Alors, on part, on y va-tu avec les médiums? Là, je vais vous raconter des histoires concrètes. Ça va vous aider à comprendre. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré toutes sortes de personnes. Et je faisais exprès pour rencontrer que des gens un peu bizarres. Je vais vous parler de 2 cas pour montrer d'où vient le phénomène des gens qui sont médiums. Je vais prendre le côté accident au point de départ. Voici l'histoire d'un ancien ami. Bon, je ne dirai pas son prénom. À l'âge de 30 ans, il était en train de se baigner dans une rivière avec des amis qui étaient sur la grève, sur des rochers. Et tout d'un coup, dans l'eau, il s'est fait aspirer par un tourbillon parce qu'il était près de chute d'eau. Il s'est fait entraîner par un tourbillon. Il s'est senti en train de vraiment... Il était aspiré par le fond. Il a essayé d'alerter ses amis, il a envoyé des signes. Le monde n'a pas réagi. Et quand il s'est retrouvé dans un tourbillon, tout d'un coup, il s'est vu, il était à peu près 10-15 pieds dans les airs, au-dessus de la rivière. Puis là, il admirait le paysage, puis il disait, « Mon Dieu, le paysage est bien beau. Ah, c'est magnifique, le ciel, c'est super. » Puis là, tout d'un coup, il regarde en bas, et là, il a vu son corps en train de s'enfoncer dans l'eau. Une fraction de seconde, il a dit, « Mon Dieu, sauvez-moi. » À ce moment-là, il a senti une force qui l'a pris par en dessous et qui l'a ramené à la surface. Là, il a pu s'accrocher à un rocher, puis il aura gagné la rive. Là, il a expliqué à ses amis ce qui s'était passé. À partir de cette expérience, il a commencé à voir des personnes défuntes autour de lui. Ça a commencé dans son appartement. Il était assis devant la télévision, en train de regarder la télévision. Et tout d'un coup, des gens passaient au milieu de son salon. Des êtres qui passaient, qui semblaient l'ignorer, ça passait. Et c'était des gens habillés de toutes les époques, de tous les temps, du 19e, 15e siècle. Et il s'assoyait autour de lui, il les voyait constamment. Le matin, il se levait, il allait dans sa toilette pour se faire la barbe, puis il y avait du monde qui passait au milieu de sa salle de bain. Ben là, un moment donné, il dit, on peut-tu aller aux toilettes en paix? On peut-tu son appartement était devenu comme une gare d'autobus. Il les voyait constamment. À un moment donné, il s'est choqué, puis il a dit, je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête, je veux avoir la paix. Je veux pas vivre entre deux mondes. Et ça s'est arrêté. Ça a pris un certain temps, puis ça l'a arrêté complètement. Voici le premier cas qu'on peut dire d'un médium accidentel. C'est quelqu'un qui a failli mourir, qui a eu une décorporation, qui s'est retrouvé dans ses corps secondaires, son corps émotionnel, parce que quand le corps physique est au bord de la mort, c'est le corps émotionnel qui quitte, d'une façon souvent brusque, comme là, il n'a pas senti du tout le détachement, il s'est retrouvé dans les airs. Et automatiquement, en se retrouvant dans le corps émotionnel, sa conscience est devenue à ce niveau-là. Parce que les êtres qui meurent vivent en premier dans le monde émotionnel qui est autour de nous. N'oublions pas que les corps sont toujours un tiers plus grand autour de la Terre, autour d'un être humain, puis autour de la Terre. Qui fait que les gens qui sont dans les corps émotionnels, puis surtout ceux qui sont dans les plus basses fréquences émotionnelles, ils sont ici, là, autour de nous. Tandis que plus on s'élève dans les fréquences, dans le monde émotionnel un peu plus haut, ou même dans le monde mental, bien, ces mondes-là sont un peu plus loin de la surface de la Terre. Donc oui, le paradis est dans les airs. Le paradis est dans le ciel. Parce que c'est là qui est le monde émotionnel supérieur ou le monde mental. Mais le premier niveau, le monde émotionnel de base, il est très, très près de nous. Et souvent, les gens qu'on rencontre, comme lui, il voyait des gens autour de lui qui ne le voyaient pas et décrivait des gens qui avaient des vêtements de toutes les époques. Parce que c'était des gens qui, en général, ne savaient pas qu'ils étaient morts.
Il y a des milliers de personnes sur la Terre qui ne savent pas qu'ils sont morts et qui véhiculent autour de nous, allant à leurs activités normales, sans savoir qu'ils sont dans le monde émotionnel. Parce que le monde émotionnel est tellement palpable qu'ils sont convaincus d'être dans un monde tangible. Voici une première histoire d'un médium. La personne est devenue médium. Comment qu'elle est devenue médium? C'est par un choc, elle l'a transféré dans son corps émotionnel et ses sens sont mis à percevoir le monde émotionnel. Voici une deuxième histoire, toujours un accident, très typique. Un autre ami, à l'âge de 6-7 ans, 6-7 ans à peu près, il s'est fait frapper par un camion. Pas trop dur. Il s'est relevé, il semblait pas avoir de problème grave, mais ça, c'est il y a 30 ans de ça. Aujourd'hui, on l'a ramené quand même à l'hôpital pour voir s'il n'y avait pas des chocs internes. Mais à l'époque, bon. Alors, il s'est relevé, il est rentré chez lui. Et sa mère lui a demandé d'aller se coucher. Et c'est là que ça s'est passé. Dans son lit, tout d'un coup, il s'est senti se décorporer. Et en l'espace d'une fraction de seconde, il s'est retrouvé dans un beau, magnifique jardin. Comme j'ai dit, il y a 3 vidéos. Le monde émotionnel, au point de départ, ça a été créé par les végétaux sur la Terre, qui fait que la plupart des gens, quand ils meurent, ils découvrent des magnifiques jardins, des paysages, des rivières, des montagnes superbes, parce que c'est un monde qui a été créé par les végétaux, par le monde, l'univers émotionnel, parce que les plantes, oui ma chérie, ils ont des émotions. Ils n'ont pas de pensée, mais ils ont des émotions. C'est leur 3e corps. Nous, notre corps supérieur, le 3e, c'est le mental, mais les plantes, c'est le corps émotionnel qu'elles ont. Donc, elles perçoivent les émotions. Donc, c'est elles qui ont créé le monde émotionnel avant les humains. Nous, on l'a complété, mais les plantes l'ont créé en premier. Alors, il s'est trouvé dans un magnifique jardin. L'histoire est comique. Des fois, je trouve ça drôle. À un moment donné, il y a un couple de personnes âgées, un homme et une femme âgées, ils sont venus à sa rencontre. Parce qu'il était jeune, il avait 6-7 ans, à peu près. Et ils l'ont pris par la main. Puis, ils l'ont emmené se promener. Et il longeait une rivière, une magnifique rivière. Puis lui, il admirait l'eau, il voyait tous les effets dans l'eau. Et là, rendu une certaine distance, il y avait un petit pont. Alors, ils l'ont fait traverser. Ils ont dit, oh, viens avec nous, on va aller sur le pont. Il embarque sur le pont, puis à mi-chemin du pont, les personnes âgées, ils ont demandé de regarder l'eau magnifique. Il s'est un peu penché pour regarder l'eau magnifique. Et les 2 petits vieux maudits l'ont poussé. Et il est tombé dans l'eau. Puis en tombant dans l'eau, il a fait comme ça. Il a remonté et il a traversé le mur de sa chambre et il s'est retrouvé dans son lit. On se doute que s'il aurait traversé au complet le pont, il n'y aurait pas eu de retour. C'est le fameux pont que quand on le traverse, il n'y a pas de retour. Alors, à mi-chemin du pont, le petit couple de petits vieux, je dirais pas un mot grossier, mais les deux petits maudits l'ont jeté. Bon, OK, c'est une joke, mais à partir de cette expérience, encore là, une expérience à mi-chemin entre la vie et la mort a fait que cette personne-là a commencé à voir les personnes décédées autour de lui. Moins catégorique que l'autre que j'ai compté avant, mais lui, il a toujours gardé cette capacité-là à voir les défunts, ce qui fait que quand quelqu'un autour de lui décède, il continue à avoir une relation souvent avec. Il me racontait des fois des histoires avec des amis, des fois un ami qui se suicide, puis qu'après ça, il regrette de s'être suicidé, puis qui n'arrête pas d'aller le voir, puis de lui dire « Excuse-moi, je voulais pas. » À un moment donné, lui, il est obligé de mettre une barrière, puis dire « Ben, assume tes gestes. Moi, je ne peux pas t'aider. T'es mort. Là. Tu ne peux plus revenir en arrière. » Et toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui, il a eu toujours cette capacité-là à rentrer en contact avec des personnes qui sont décédées. Ça, c'est ce qu'on appelle de la médiumnité provoquée un peu par un accident. Il y a souvent des gens qui développent un don de médiumnité ou de voyance après un choc. Ça peut être un choc émotif ou, je dirais même, un choc électrique. Au moment que ton corps vit des émotions, pas des émotions, au moment que ton corps vit des expériences traumatisantes, souvent la conscience
pour se protéger, va se réfugier dans le corps émotionnel parce que la douleur est trop forte dans le corps physique. Et qu'en se retirant dans le corps émotionnel, tout d'un coup, la personne développe la faculté de parler à des personnes défuntes, de voir des gens dans le monde émotionnel, parce qu'ils se sont réfugiés, leur conscience s'est réfugiée dans le monde émotionnel, ce qui leur donne l'aptitude à percevoir les êtres qui sont dans le monde émotionnel. Tant que ta conscience reste de base dans ton corps physique, le monde émotionnel ou le monde mental reste flou, évanescent, plus ou moins subtil. Mais au moment que tu te réfugies dans ton corps émotionnel, le monde émotionnel devient palpable, beaucoup plus tangible, et c'est à ce moment-là qu'on peut voir d'autres entités. Ceux qui développent un don de médiumnité, pas à partir d'un traumatisme, mais à partir d'une qualité de personnalité, c'est souvent des êtres qui ont élevé leur vibration. Peut-être possiblement, pas nécessairement dans cette vie-ci, mais que dans d'autres vies, ils ont fait soit beaucoup de méditation, ou ils ont fait beaucoup d'expériences, qui fait que ils transportent dans cette vie-ci un don qu'ils ont développé d'une façon lente et continue. C'est rare qu'un don de médiumnité ou de voyance, en dehors, comme je dis, de l'accident ou d'un traumatisme, va apparaître parce que s'il apparaît très rapidement dans une vie, c'est que c'est le prolongement d'une longue expérience, d'une autre vie. Quand on a compris ça, on comprend qu'un médium, il y a deux médiums, là on parle vraiment des médiums, il y a deux sortes de médiums de base. C'est les médiums qui ont accès à l'univers émotionnel et les médiums qui ont accès à l'univers mental. Qui fait qu'il y a des médiums qui ont développé leur corps émotionnel au point tel qu'elles perçoivent par des émotions des messages de défunts. Il y a ceux qui vont les voir. Je suis en contact en ce moment avec quelqu'un qui voit très, très facilement des êtres autour de lui, de différentes catégories. On va se rencontrer bientôt pour jaser de ça. C'est très intéressant. Et alors, tu as les médiums qui sont seulement branchés sur le corps émotionnel, qui fait qu'elles perçoivent les émotions. Donc, ils vont dire, je sens quelqu'un à côté de moi qui est triste, qui a envie de te dire quelque chose, mais je sens qu'en lui, c'est les émotions. Tandis qu'il y a les médiums qui sont branchés sur le corps mental, qui vont dire, j'ai une image symbolique, je vois une pipe, ça me fait penser, ton père, est-ce qu'il fumait la pipe? J'ai vu un documentaire ces jours-ci sur une médium qui parlait, je sens l'odeur de la rose. Est-ce que tu connais quelqu'un qui mettait un parfum sur la rose? Ça, c'est ce qu'on appelle un médium mental, c'est-à-dire qui capte le monde mental. Parce que le monde mental est aussi un monde très concret, très précis. Puis il y a des êtres qui sont, OK, phew, je raconte tellement de choses, ça se bouscule. Le monde émotionnel, je l'ai déjà dit, c'est pas rien il y a une fréquence de base, mais il y a toute une gradation qui va des fréquences pas terribles au point de départ, les émotions troubles, et ça monte, et là, dans le maximum, ce sont des émotions d'une grande pureté, d'un grand équilibre qui frôlent le monde suivant, qui est le monde mental, du corps mental. Mais entre les deux, c'est pas coupé au couteau. C'est une transition entre le monde émotionnel et le monde mental. Donc, il y a des médiums qui captent les messages d'êtres qui sont plus dans le haut du monde émotionnel, qui frôlent le monde mental. Pourquoi il y a des médiums qui disent OK, je vois le symbole d'un triangle et c'est des symboles. C'est ça le monde mental. Le monde mental, c'est on communique par symbole, par phrase clé, par énigme. Tandis que les médiums sensitifs, c'est les émotions, les sens. Je ressens quelque chose, je perçois quelque chose, mais c'est teinté d'émotion. Bon, là, tu vas me dire comment on développe la médiumnité. Est-ce que c'est vraiment... si tu as ce don, bravo. Il peut se raffiner, il peut se développer pour vraiment en arriver à avoir une qualité de perception.
Mais si tu ne l'as pas, ce don, est-ce que tu en as besoin vraiment? Tu vis dans le monde de la matière. Tu vis dans le monde physique avec les humains. Est-ce que d'être en contact avec les êtres décédés, est-ce que c'est un plus ou pas? Je pourrais pas dire. Hein? Tu sais, la question est là. Côtoyer il y a aussi une chose aussi. Si tu veux côtoyer le monde des femmes, où tu en es rendu dans ton évolution puis dans ton équilibre intérieur. Parce que tu ne peux pas côtoyer ces mondes supérieurs sans quand même... il y a des risques. Les risques sont... c'est sûr que si tu vis à un niveau assez intense, tu ne côtoieras pas des êtres négatifs qui sont là pour te jouer des mauvais tours, pour te harceler. Mais moi, j'ai vu des gens harcelés par des entités venant des mondes, on dit le bas astral, mais dans le fond, c'est le monde émotionnel du bas niveau. J'ai vu des êtres harcelés par ça, mais il n'y a pas de victime, puis il n'y a pas d'agresseur. Hein. Les deux, ils sont interreliés. Il y a quelque chose à apprendre là. Mais je ne recommande pas à quelqu'un de faire de la médiumnité s'il n'a pas atteint un minimum d'équilibre intérieur pour pouvoir aller dans ces mondes-là. Une chose que des fois les gens ils disent, on a un corps émotionnel, mental, d'accord, mais on a aussi un corps énergétique. Non, c'est pas un corps. Chaque corps a son courant d'énergie, son enveloppe énergétique, mais ce n'est pas un corps. C'est les courants énergétiques qui parcourent un corps. Provoqués par les étincelles ou provoqués par la batterie qu'on a on a une batterie, hein. Peut-être tu ne sais pas, là, mais on a une batterie qui, quand on vit au monde, on a une batterie qui va nous donner de l'énergie pour tant d'années. Et ta mort est déjà programmée. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions sur les fameuses annales akashiques. Comment ça se passe? Moi, j'ai aidé ma mère et un de mes frères à décéder il y a plusieurs années. Et je pouvais savoir, disons, 1 mois, 2 mois avant, la date que la personne était pour décéder. Je l'ai même écrit sur un calendrier. Voici, mon frère va mourir le 12 janvier. Je ne sais pas pourquoi, je suis capable de savoir. Il n'y a pas beaucoup de monde qui me le demande, je ne sais pas pourquoi. Mais même pour moi, je sais. Je sais quand, à peu près, en quelle année je vais mourir. Je n'ai pas cherché à savoir l'heure, là, mais c'est accessible. Mais c'est pas tout le monde qui peut aller fouiller là-dedans. Moi, je ne sais pas pourquoi, je suis capable d'aller fouiller là, mais parce que on a vraiment une date de fixée. Donc, on a dans nous une batterie énergétique qui est programmée pour nous donner l'énergie pour tant d'années, et il y a une date qui est fixée. On parlera tantôt de qu'est-ce qui est la prédestination et tout ça. Alors, tu comprends que un médium, c'est simplement ça. C'est quelqu'un qui est capable de se retrancher dans ses corps plus subtils et de percevoir le monde qui habite cet univers-là. Beaucoup de dons que les gens ont, c'est souvent un long apprentissage qui est fait dans d'autres vies. Je vais donner un exemple qui est mon cas. Il faut dire aussi, j'ai connu des gens qui étaient voyants. J'ai connu une voyante, entre autres, qui avait des dons de voyance, mais elle avait vécu pendant des années avec un mari violent, très violent, qui l'a amené, à se réfugier dans ses corps subtils. Sa conscience s'est réfugiée dans ses corps subtils et ça lui a donné une vision élargie, une vision plus panoramique, ce qui lui a amené à pouvoir développer un don de voyance, mais qui est encore là pas développé à cause d'une maturité évolutive, mais par un choc émotif. Je vais donner un exemple. Moi, à l'âge de 20 ans, je connaissais déjà instinctivement des techniques pour manipuler les énergies dans le corps. Comment s'auto-guérir, comment à peu près faire ce qu'on veut avec de l'énergie. Capable de capturer l'énergie dans l'air, la concentrer, la diriger dans une partie de mon corps et en faire ce que je veux. Mais
je serais imbécile de ne pas dire on ne peut pas acquérir ces facultés-là sans les avoir longuement développées dans d'autres vies. Alors, je ne sais pas combien de vies j'ai pu passer à passer des années de temps à méditer sur l'énergie primaire, puis de la manipuler dans mon corps. Dans cette vie-ci, je n'ai eu qu'à réveiller ce bagage d'expérience déjà. Alors, beaucoup de dons que des gens ont en bas âge, c'est simplement des réveils de vie entière consacrés à se perfectionner. Je pourrais dire la même chose sur la peinture. J'enseigne la peinture, je donne des cours sur l'histoire de l'art, je viens d'écrire un livre sur tous les trucs de composition en peinture. Je mets l'alcool en art. Ben, je repère dans ma tête au moins 3 vies antérieures où j'étais peintre, où j'ai acquis toutes ces capacités-là. Donc, dans cette vie-ci, pour moi, c'était très naturel. Quand je travaille avec un élève sur un tableau du 17e siècle, ça me vient tout de suite. Je sais, je sais comment ça se faisait, les tableaux au 17e siècle, la technique du 17e siècle. C'est là que ça vient. Il faut dire aussi que j'ai développé beaucoup contact avec mes vies antérieures, donc il n'y a pas beaucoup de barrières entre mon bagage actuel et mes vies antérieures. OK. Ça couvre les médiums. Et on va parler des rêves, parce que la vie après la mort, j'en ai parlé. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé la question, il dit comment interpréter les rêves? Oh boy, OK. Mais tout ce que j'ai raconté avant, c'était nécessaire pour comprendre. OK. Les personnes m'ont demandé 2 questions. C'est quoi les rêves? Comment les interpréter? Et c'est quoi les voyages astral, je ne sais jamais quoi dire, l'un ou l'autre. Alors voici comment on peut comprendre ces rêves d'une façon très simple. Et ça, c'est une technique que j'ai découvert il y a peut-être une 30aine d'années, conçue par un Américain. Et ce n'est que récemment que j'ai vraiment compris, par toute l'information que j'ai reçue, ah ben oui, ça a du sens. OK. Il faut savoir que quand le corps physique s'endort, les 2 autres corps, le corps émotionnel et le corps mental, continuent à fonctionner. Que fait le corps émotionnel? Le corps émotionnel fait le ménage dans les émotions, dans ce qu'on a vécu dans la journée. Donc, si on a vécu du stress, si on a vu un film d'horreur à la télévision, et qu'on était un peu, on le dira pas, mais on était un peu choqué par le film, ou on a eu des grandes joies ou des grandes peines, on a vécu des stress, des expériences dans notre journée ou dans notre semaine, le corps émotionnel, lui, va essayer de faire le ménage là-dedans. La seule façon de faire le ménage là-dedans, c'est de le revivre pour décharger la charge émotive que c'est contenu. Je le répète, au niveau de la thérapie psychosomatique, quand on ne vit pas à 100% une émotion, une expérience, le corps bloque et il garde dans ses cellules un résidu d'une expérience qui n'est pas vécue à 100%. Chaque fois qu'on ne vit pas à 100% une expérience, il reste un résidu dans notre corps qui nous bloque, qui nous empêche d'être entièrement ouverts et naturels. Et ces blocages-là peuvent venir de d'autres vies. On va en parler tantôt. Donc, à chaque fois qu'on vit une expérience qui est trop forte pour nos capacités d'absorption, on la vit qu'en partie, puis on bloque nos sens ou on bloque dans nos cellules l'expérience. Donc, si on n'est pas trop traumatisé, nos nuits sont occupées à essayer de ressortir la charge émotionnelle qui est restée bloquée en nous. Donc, on a des rêves émotifs avec des peurs, des actions à pu finir. Tandis que le corps mental, lui, il n'y a pas d'émotion. Lui, le corps mental, c'est il faut tout ranger ce qu'on a vécu dans la journée, dans des casiers, des tiroirs, il faut placer ça en ordre, il faut faire le ménage, là. Le mental, lui, fait du ménage. Bon, lui, là, il a vécu ça aujourd'hui, ouais, ça va dans expérience traumatisante. OK, ça va là.
Ça, j'hésite. Oh, ben, je vais ouvrir un nouveau casier avec un nouveau titre dessus. Ça s'appelle Inexpliqué. OK. Expérience inexpliquée. Donc, le mental classe les choses. OK. Donc, on sait que chacun de nos corps est plus vaste que l'autre. Mais quand on fait un rêve, comment l'interpréter? Une grande simplicité, puis une grande complexité. Dans nos rêves, c'est comme j'avais expliqué, il y a 2 vidéos. Notre moi, nous, on a ce qu'on a à l'intérieur, un moi stable. On a une personnalité stable, solide, permanente, qui est l'acquis de toutes nos expériences passées, qu'on a intégrées, assumées, et qui a fait de nous quelque chose de stable en nous. Mais autour de ça, on a des moi malléables. Des émotions qu'on n'a pas encore tout à fait compris. On expérimente des nouvelles choses qui ne sont pas tout à fait encore intégrées en nous, qui fait que ça ne fait pas partie de nous, c'est encore entre nous puis nos expériences. Donc, on a un moi stable, qui lui est notre vraie personnalité coulée dans le béton, qu'on va dire, et on a autour de nous des moi, des personnalités qui sont en train de lentement devenir stables en nous, mais qui sont encore fluctuants. Mais nos rêves, c'est ça. Dans un rêve, quand nous-mêmes, nous sommes dans notre rêve, c'est ce fameux moi stable, notre vraie identité. Qui on est, c'est ce qu'on est dans notre rêve. Quand on est dans un rêve, c'est notre moi stable, solide, équilibré. Et tout ce qui gravite autour de nous, c'est des facettes de notre personnalité malléable qu'on est en train d'essayer d'intégrer en nous. Donc, quand moi, dans un rêve, je suis moi, je suis Colin, et je rencontre un ami que je connais, c'est pas mon ami. Quelle est la définition pour moi de cette personne-là? Et comment je vais interagir avec elle? Parce que cette personne-là représente une facette de ma personnalité que je n'ai pas encore intégrée. Si cette personne-là est une personne envieuse, et comment je réagis par rapport à cette personne-là, je vais pouvoir définir ce que moi, je vis en rapport avec une partie de ma personnalité qui est l'envie, la jalousie, la peur, n'importe quelle émotion. Quand tu comprends que dans un rêve, toi, tu es l'élément véridique et que tout ce qui t'entoure, ce sont des facettes de ta personnalité que tu essaies d'apprivoiser, d'intégrer dans ta personnalité stable. Donc, je le dis encore, comme le corps émotionnel et le corps mental est plus grand que nous, c'est naturel que ça paraît être en dehors de nous. Mais tout, pour comprendre un rêve, comment je pourrais en prendre un au hasard? J'ai pas pensé à un exemple d'un rêve qui pourrait me servir d'exemple, mais le plus simple possible, c'est que dans un rêve, si tu es sur un chemin avec un magnifique paysage, quelle est ta réaction par rapport à ce paysage-là? Et ce paysage-là, qu'est-ce qu'il représente en tant qu'une partie de ta personnalité? Et quand tu as compris ce mécanisme-là, il n'y a plus de symboles dans les rêves. Quand il y a des symboles dans les rêves, là, c'est le corps mental qui amène les fameux symboles qui sortent des tiroirs. Mais ces symboles-là, c'est encore des facettes de ta personnalité. Et donc, pour comprendre un rêve, c'est toujours de dire, moi, dans mon rêve, je suis mon vrai moi fondamental, et tout ce qui se passe autour de moi, c'est des facettes de ma personnalité qui n'est pas encore très bien intégrée dans ma personnalité fondamentale, et j'ai toutes sortes de réactions face à elle. Je suis pas sûr d'avoir été clair. Est-ce que j'étais clair dans le concept? Mais c'est une technique qui m'a été enseignée par un Américain qui expliquait vraiment que arrêtez de lire des livres sur les symboles, sur OK, j'ai vu un chat, le chat veut dire telle affaire, il y avait un arc-en-ciel dans le ciel, l'arc-en-ciel, c'est ça, la symbolique de l'arc-en-ciel. Je vais donner il existe ce qu'on appelle des symboles universels, qui pourraient être interprétés pareil pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de symboles qui c'est très personnel. Je vais donner un exemple aussi banal, une chandelle, OK? Une chandelle, pour la plupart des gens, c'est un symbole de chaleur, de lumière, de réconfort. Mais si toi, quand tu avais 4 ans, tu t'es brûlé en voulant toucher une chandelle, pour toi, la chandelle, c'est la peur, la douleur. C'est ce qu'on appelle un symbole d'un côté qui est universel,
mais qui a aussi une version personnelle. Alors, de définir des symboles universels quand les symboles peuvent être teintés de ton vécu, c'est difficile de prendre des livres sur des symboles universels, puis de les prendre, puis dire qu'ils sont adaptables à tout le monde. Oui. Colin, mais il y a une chose. Il y a des Je personnes suis même pas sûr d'avoir été clair. qui ont des rêves, Oui. et dans son rêve, il voit le futur. Par exemple, dans son rêve, Oui. il va voir un tremblement de terre, Oui, oui. et après une semaine, il passe au quelque chose de grand, et c'est dans son rêve qu'il voit ça. Oui, parce que il y a des événements qui sont incontournables, qui vont arriver. OK. Bon, je pense que tout le monde a compris comment qu'on peut interpréter un rêve. Donc, tu rentres dans ce qu'on appelle la voyance. OK. OK, la voyance. OK. Je vais essayer de partir au point de départ face au futur. OK. Tu sais que des gens me demandent des fois, est-ce que notre vie est toute tracée d'avance? Ou si on a une part de création dans notre vie, ou si notre destin est tout écrit presque page par page. OK. J'ai déjà raconté dans d'autres vidéos que notre futur est fait de toutes nos émanations présentes, actuelles. Ce qu'on émane aujourd'hui va nous revenir un jour et va donc notre futur va être façonné par ce que l'on émane aujourd'hui. Nos émotions, nos pensées vont un jour nous revenir et vont façonner notre futur. Les gens me demandent, est-ce que quand on vient sur la Terre, on choisit notre vie? Bon, je vais répondre très simplement. Si tu n'es pas rendu très loin dans l'évolution, en général, ta vie, tu ne la choisis pas. Elle est la conséquence de tous tes actes passés qui te reviennent automatiquement. Comment ça se fait que sur la Terre, il y a des gens qui ne choisissent pas leur métier, ne choisissent pas le cadre de vie où ils vivent, ils ne choisissent pas la femme qu'ils vont épouser, ils ne choisissent pas qu'ils vont déménager. Leur vie semble être guidée par toute une série d'événements extérieurs qui fait que les gens ont l'impression de ne pas contrôler ce qui leur arrive. Tout ce qui leur arrive vient d'une série d'éléments extérieurs. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que ce sont des personnes qui, au niveau de l'évolution, ils n'ont pas encore pris le contrôle de leur vie. Toute leur vie est tracée par leurs émanations passées. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'incarnent sur la Terre et qui n'ont eu aucun pourcentage de décision sur ce qu'ils vont vivre sur la Terre. Et lentement, plus une personne prend le contrôle de sa vie, plus il décide que, disons que tu émanes quelque chose qui te revient 5 ans plus tard, puis tu dis, ça, je ne le veux plus. Et je vais faire en sorte que ça ne revienne plus. Premier geste décisionnel, je commence à influencer le futur. Je commence à décider maintenant, parce que la conscience est toujours que dans le maintenant. Maintenant, je décide que ça, je le change en pensant autrement. En contrôlant mes émotions, en changeant mes émotions, je commence à avoir un rôle dans mon futur. Donc, il y a des êtres qui viennent sur la Terre et qui sont rendus assez évolués pour qu'ils aient une part de décision dans ce qu'ils vont vivre. Donc, ils peuvent décider, je voudrais vivre telle vie à tel endroit. J'aimerais retrouver quelqu'un que j'ai connu dans une autre vie. Je suis prêt à la rencontrer, à vivre avec. Et j'aimerais exercer tel métier dans tel pays. Ça se fait avec des personnes qui sont de plus en plus en contrôle de leur vie et de leur futur en rapport à leurs désirs. Mais il y a toute une série de gradations qui va à des êtres totalement assujettis au retour de leur émanation et d'autres qui refont leur vie à chaque jour. Qui à chaque jour, ils décident de leur futur. Alors, un voyant, on en revient au voyant, qu'est-ce que le voyant perçoit là-dedans quand il y a quelqu'un qui est devant lui? Est-ce qu'il voit dans le futur les émanations qu'il a émises dans le passé, qui vont
automatiquement revenir. Donc, voir le futur de quelqu'un, c'est de percevoir le passé qui se prolonge dans le futur. Est-ce que cette personne-là est assez évoluée qu'elle crée sa vie tous les jours? Alors, ce que je perçois de cette personne-là, c'est ce qu'elle voudrait vivre dans le futur. Donc, je perçois ses désirs futurs. Donc, les voyants sont déchirés entre percevoir les désirs, les aspirations de la personne qui vont se réaliser dans le futur ou le comeback de ce qu'ils ont émis dans le passé. Et ça se promène entre ces deux-là. Moi, ça fait longtemps que je ne vais plus voir de voyants parce que je recrée ma vie à chaque jour. Je décide demain ce que je vais vivre. Donc, j'ai un assez bon contrôle sur mon futur qui fait que c'est moi qui décide de ce que je vais vivre dans le futur, malgré qu'il y a des balises que je ne peux pas ignorer. Ça veut dire que on peut en arriver à contrôler l'avenir de sa vie, mais il ne faut pas oublier qu'on a des dettes karmiques à rembourser, des événements incontournables, et ça, quoi qu'on fasse, on peut pas les éviter. Si on les évite, il y a un autre karma qui va arriver, puis qui sera peut-être pire que celui qu'on a voulu éviter. Alors, c'est ça. Et il y a quelqu'un qui demandait la question, pour les annales à cacher, est-ce qu'on peut avoir accès aux annales à cacher? Bon. Ça dépend de où tu en es rendu dans ton évolution, puis dans ta responsabilité. Être responsable. Responsable de... J'ai parlé tantôt que moi, je pouvais savoir la journée de ma mort. Mais c'est une grande responsabilité de savoir ça. Il faut que tu acceptes tout le choc qu'il peut y avoir. Comme de découvrir sa vie antérieure, il faut être responsable puis accepter ce que cela implique. Ta question originelle, c'était quoi? Qu'il y a des personnes qui dans les rêves voient les futurs. Par exemple, je vais te dire, Colin, ma femme, une fois, dans son rêve, il a vu une explosion de terre parce qu'il y avait un problème de gaz dans les sous-sols. Oui, ok, oui. Il a fait une explosion dans son rêve. Et 2 semaines après, dans une autre ville, qu'il y a des familles, c'est arrivé cette explosion. Comment dire? OK, je vais dire quelque chose d'un petit peu weird. Tu sais, j'ai parlé tantôt que notre corps physique, là, toutes nos cellules de notre corps qui est intelligent, il a toute la mémoire. Il a toute la mémoire de tout ce qu'il a vécu dans le passé. C'est enregistré dans chaque cellule. Chaque cellule du corps contient toute l'histoire de notre être. Mais nous sommes aussi dans un être gigantesque qui contient déjà toute la mémoire de l'univers et une grande partie du futur. Parce que le futur est le prolongement du passé. Hein, j'ai eu là. Hein? OK, je vais le répéter plus lentement. Puis là, j'ai mentionné que nos émanations nous reviennent. Et nos émanations qui nous reviennent, qui est notre futur, et le prolongement de ce qu'on a accumulé dans notre corps. Notre corps physique vit des expériences qu'il enregistre dans les cellules. Notre corps est un immense ordinateur qui enregistre tout ce que l'on vit en détail. Quand on met quelqu'un sous hypnose, on peut aller rechercher des détails précis d'une journée, en telle année, à telle heure, qu'est-ce que la personne a vécu. Tout est enregistré. Et tout ce qui est enregistré va se prolonger dans le futur s'il n'y a pas de changement. Mais si on accepte l'idée que l'univers entier est un immense organisme, alors lui-ci, il a toute la mémoire de son être dans chacune des cellules de l'univers. Chaque cellule de l'univers contient la mémoire de l'être entier. Et nous sommes des cellules dans l'univers. Nous pourrions avoir accès à toute la mémoire de l'univers et son prolongement dans le futur. Parce que ce qui a été vécu dans le passé revient
dans le futur. Ouf, là, OK. C'est une façon de dire, c'est une façon de dire qu'on peut avoir accès au futur à partir de ça, si on se branche sur nous-mêmes et sur notre contact qu'on a avec l'univers. Plus que tu es en symbiose avec l'univers, plus tu peux avoir accès à son passé et son futur. Mais il faut quand même toujours tenir compte d'une chose, c'est que une collectivité de millions de personnes peuvent à tout moment influencer le futur et que le futur va prendre une autre direction. Mais quand la majorité des gens, sur les planètes où les gens ne sont pas très évolués, la majorité des gens créent leur futur à leur ressemblance et à le prolongement de leur passé. Plus une planète est évoluée, plus il y a des frictions entre les êtres, alors plus le futur est plus instable. Comme je disais moi-même tantôt, quand tu prends en main ta destinée, ton futur est beaucoup moins précis et beaucoup plus ajustable, malléable. Et dans ce sens-là, l'univers est malléable, mais ça prend des grandes quantités d'êtres pour être malléable. Mais ce que ton épouse a perçu, c'était quelque chose qui était inévitable à un endroit précis, parce que ça ne touchait pas une grande collectivité, ça touchait quelques familles ensemble, et ces familles-là avaient quelque chose à vivre là, et c'était programmé, c'était prévu, c'était inévitable. Oui. Un autre jour, Oui. elle a vu dans son rêve, il était en voyage, il était en place, Oui. il m'a dit l'autre jour, dans mon rêve, tu es dans une place comme ça, tu étais comme ça, tu avais avec des personnes, elle a décrit La situation. toute Oui. la situation dans son rêve, mais il était vraiment dans cette place comme elle m'a dit. Tu viens d'ouvrir la porte parce que je pourrais pas, c'est pas en temps de ce que tu viens de me raconter que de raconter, parce qu'on m'a demandé c'est quoi les voyages astrales, c'est quoi, on peut rentrer là-dedans. Tu sais, je vais te parler des rêves. Bon, j'espère que ma façon de comprendre un rêve a été claire. Moi, dans ma tête, il me semblait que c'était pas aussi clair que j'aurais voulu que ce soit plus clair que ça. Mais bon, disons que c'était assez clair. Mais qu'est-ce que c'est un voyage astral? C'est que le rêve, la différence entre le rêve et le voyage astral, c'est que le rêve, la conscience reste dans le corps physique, comme étant le corps de base, et la conscience reste là. Et elle s'amuse avec le corps émotionnel puis le corps mental, mais d'un point de vue du corps physique. Qu'est-ce que c'est le voyage astral? C'est que la conscience se déplace, elle quitte le corps physique et elle va dans le corps émotionnel. Et là, elle se véhicule grâce au corps émotionnel, ce qui l'amène à voir des défunts, ce qui peut-être l'amène à voir du futur, ce qui l'amène à vivre, même aller sur d'autres planètes, à vivre d'autres expériences, mais dans le corps émotionnel. C'est juste ça la différence entre un rêve et un voyage astral, c'est que la conscience, au lieu de se baser sur le corps physique, elle se base sur le corps émotionnel. Et le corps physique tombe en dormance, et la conscience est dans le corps émotionnel. À partir de ça, pourquoi que les gens disent je me suis senti décorporé, mais là j'ai eu peur, puis pouf, je suis rentré dans mon corps physique. Et oui, tu as une émotion de peur. Tu es retourné dans ton corps physique. Tu étais dans ton corps émotionnel. Tu as eu une émotion de peur. Automatiquement, tu es revenu dans le corps physique. Parce que tu étais dans l'univers émotionnel. Il ne faut pas vivre des émotions trop dans le corps émotionnel, parce que là, c'est là que tu peux t'amener à vivre des expériences un peu effrayantes dans ton corps. La seule façon de vivre des expériences effrayantes, c'est d'être dans ton corps émotionnel, puis d'être rempli d'émotions troubles, d'émotions de peur, de crainte, tout ça. Sinon, normalement, quand tu vas dans le monde émotionnel, que ce soit après ta mort ou quand tu fais des voyages astrals, tu vas tout de suite dans l'univers qui vibre à ta fréquence. Fait que si toi, tu vibres à une bonne fréquence, une fréquence assez équilibrée, homogène, tu t'en vas directement dans cet univers-là. Tu peux décider d'aller visiter les mondes plus obscurs, mais tu le fais avec la conscience d'aller voir. Mais tu n'es pas projeté là contre ta volonté. Tu t'en vas toujours
à l'endroit qui correspond à ton niveau d'évolution. À partir de ça, même quand tu es dans les voyages astrales, moi j'ai beaucoup volé dans mes rêves. Pendant des années de temps, je faisais des vols, je volais. Mais voler vraiment au-dessus des maisons, des buildings, des villes, des champs, des paysages, j'ai pas beaucoup de souffle. Je volais pendant 5-10 minutes, puis après ça, là, je pouvais plus. Au début, là, ça partait, puis au-dessus des maisons, au-dessus des buildings, puis après 5 minutes, 10 minutes, ben là, je parle de temps, même si le temps n'existe pas. Puis là, un moment donné, j'étais comme à bout de souffle. J'avais plus de misère à m'envoler. Tu sais, des fois, j'étais sur un building, puis de sauter sur l'autre building, j'étais de moins en moins habile. Mais combien de fois je me suis dit, là, j'aimerais ça aller plus haut, là. Hey, je veux aller au top, là. C'est bien beau les buildings, là, mais je veux monter. Je montais, puis à un moment donné, il y avait un plafond. C'était le plafond de mes capacités de fréquence. Plus haut que ça, il y avait danger. Danger parce que j'étais plus dans ma gamme de fréquences que je pouvais aller, sans qu'il y ait un danger. Là, je vais dire quelque chose un petit peu vantard. Je ne suis pas le genre à me vanter. Quand j'étais quand je volais dans ce monde-là, tu sais, les gens, parce que je vais en parler dans la prochaine vidéo des parasites puis de toutes les ailes maléfiques. Moi, je vais raconter quelque chose que j'ai vécu, puis je l'ai vécu pas 5 fois, pas 20 fois. J'ai vécu ça 40 fois. Quand je faisais mes voyages astrales, toujours involontaires, quand je volais dans le ciel au-dessus, il y avait des êtres qui couraient après moi. Qui couraient après moi pour me toucher, pour s'approcher de moi. Comme si l'énergie que je dégageais les attirait. Là, je vais donner un exemple un peu vantable, comme les insectes autour d'une lumière qui attiraient. Puis je sentais que ces gens-là n'étaient pas méchants, autant des enfants que des adultes. Et là, je passais mon temps à me sauver de ces êtres-là qui voulaient s'approcher de moi. Et là, je me trouvais des cachettes en dessous d'un toit, cachés, puis à chaque fois, ils me rattrapaient. Puis là, je me réveillais, je disais, c'était pénible. Là, c'est ça. Puis là, j'ai vécu ça, comme je dis, des 20, 30, 40 fois. Ben, et après ça, j'ai arrêté de voler dans le ciel, je n'étais plus capable. Mais d'être poursuivi par des êtres, mais il n'y avait pas de méchanceté. C'était parce que dans l'endroit où j'étais, l'énergie, c'était pas parce que j'étais lumineux, mais peut-être que mon énergie vibrait différemment, puis ça attirait la curiosité. Mais il y a des limites quand on est dans les voyages astraux, jusqu'où qu'on peut monter, jusqu'où qu'on peut descendre. C'est ça. Les faire consciemment, ben, il faut accepter qu'on se branche sur notre corps émotionnel et qu'on déplace notre conscience. Moi, ça fait des années, j'essaie d'en faire des voyages astrals consciemment. J'ai fait des techniques assez élaborées pendant des mois de temps. J'ai réussi à faire des déphasages, ou tout d'un coup, une sortie de corps, ou me réveiller rapidement. Et le souvenir que j'ai en me réveillant, tu sais, à un moment donné, je me réveille, puis la dernière chose que je voyais, c'est que je montais le long d'un faisceau de lumière, puis dans le haut, il y avait comme un parapluie noir. Puis après ça, je me trouvais dans ma chambre. Bon, chose un peu étrange, c'est tout. Le lendemain, je sors dehors et mon voisin avait mis ses lumières de Noël à sa fenêtre, à la verticale. Puis le haut, les murs sont blancs de l'appartement où j'habite, les murs sont blancs, mais il y a une bande noire dans le haut. Alors, moi, dans ma mémoire, j'avais suivi une bande de lumière avec un parapluie noir au-dessus. Alors, là, en me réveillant rapidement, le lendemain, je rentrais chez moi, je rentrais dans mon corps à partir d'une sortie de corps. Mais peut-être je suis trop cérébral ou trop dans mon corps physique qui fait que j'ai jamais réussi à vraiment me détacher complètement. J'ai pas dit mon dernier mot, mais c'est ça, j'ai jamais pu vraiment quitter consciemment mon corps physique. Mais quand la nuit, je sais quand je fais un voyage astral ou quand je fais un rêve. Pour moi, c'est très clair. Il y a vraiment une différence. Ça, il n'y a pas de confusion. Je sais très bien. Veux-tu
il y a quelqu'un qui m'a posé une question il y a 2 semaines et j'ai trouvé ça très intéressant. Il voulait avoir une technique parce que je parle facilement de mes vies antérieures, il voulait avoir une technique pour explorer ses vies antérieures, comme moi j'ai fait pas mal, beaucoup. Il nous reste assez de temps pour qu'on en parle. Aujourd'hui, on ne se donne pas de temps. La vie est belle. Là, j'espère que ma technique elle va t'expliquer beaucoup plus simplement que comprendre mes règles. OK. Ça m'a été enseigné par un Français parce que moi, j'ai travaillé avec 2 hypnothérapeutes dans ma vie où j'ai exploré des vies antérieures. J'ai appris à me mettre moi-même en auto-hypnose avec une cassette qui met en auto-hypnose et j'ai pu explorer mes vies antérieures et j'ai facilement des flashs. Quand je suis dans telle circonstance, je peux savoir s'il y a des réminiscences d'une autre vie. À un moment donné, je rencontre un Français qui est venu au Québec pour un séminaire d'un week-end et il nous a fait faire cette technique-là. Une technique pour... et c'est la technique la plus simple. Ceux qui sont vraiment intéressés à avoir des premières impressions de la vie antérieure, c'est très, 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 très simple. Voici la technique. Premièrement, il s'agit de vous mettre dans un bon fauteuil confortable ou dans un lit et vous devez en arriver à avoir un bon état de relaxation. Méditation, relaxation, mais en arriver à ce qu'on soit le plus détendu possible, mais pas de s'endormir. On doit être couché ou on doit être... C'est pas nécessaire. Dans une chaise confortable. Le truc, pour ceux qui ont un peu de misère à relaxer, c'est facultatif. Vous vous imaginez, vous fermez les yeux, vous vous imaginez dans un fauteuil très confortable et dans une pièce qui est entièrement décorée à votre manière pour que ça soit le plus confortable, réconfortant et sécurisant. Donc, vous pouvez imaginer des meubles, des plantes, et vous êtes dans une pièce fermée et où vous avez un contrôle complet et vous êtes protégé dans cette pièce. C'est une alternative à ceux qui ont un peu plus de misère d'être en relaxation profonde. Mais vous vous en servez quand même si vous êtes bon à relaxer, servez-vous quand même d'une pièce. Et là, c'est peut-être nécessaire, je vous le recommande aussi, demander à ce qu'il y ait une entité supérieure qui supervise l'expérience et qui est là pour qu'il n'y ait pas de mauvaises vibrations, de mauvaises expériences. La technique, c'est que dans cette pièce-là, vous allez imaginer qu'il y a un escalier. Et cet escalier-là descend dans un sous-sol. Cet escalier a exactement 10 marches. Et vous allez partir de la marche la plus haute, qui est la marche numéro 10, et vous allez descendre une marche à la fois. 9, 8, 7. Très lentement, prenez le temps de bien sentir chaque marche. Et à chaque marche, vous êtes de plus en plus profondément relaxé, détendu, jusqu'à la première marche du bas, où vous êtes dans un état second, de relaxation profonde. Une forme d'hypnose, d'auto-hypnose. Et là, en bas de cet escalier, vous vous imaginez qu'il y a devant vous un grand corridor, droit devant vous. Et dans ce corridor, il y a autant de portes que vous avez eues de vie antérieure. Derrière chacune de ces portes, vos vies sont là. Et là, vous pouvez par vous-même vous rendre à la première porte qui vous semble être la plus intéressante. Vous allez vers une de ces portes. Vous pouvez demander aussi à l'être qui vous protège d'indiquer une porte si vous ne savez pas laquelle choisir. Et vous allez ouvrir cette porte et vous allez entrer dans l'endroit, derrière la porte. Et là, vous vous laissez aller complètement à découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Vous allez vous retrouver dans toutes sortes de maisons, de paysages, d'endroits, de toutes les époques possibles. Vous rentrez, vous ne portez pas de jugement, vous rentrez et vous vous laissez imprégner par ce qu'il y a là. Et comme c'est le corps émotionnel qui transporte souvent nos bagages de nos vies antérieures, très important de laisser aller vos émotions qui vont donner beaucoup plus de force encore à ce que vous allez vivre. Vous devez aussi développer vos sens pour essayer de capter le plus de choses possibles autour de vous et de laisser vos émotions vous envahir et de vivre ce qu'il y a là. Tout en sachant que vous avez toujours le contrôle de vous retourner, puis de ressortir, puis de refermer la porte. C'est ça.
Et derrière chaque porte, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Et ça se peut que le paysage derrière la porte change, d'autres images viennent, mais c'est toujours consacré à une seule vie. Derrière chaque porte, il y a une vie. Mais derrière cette porte, vous pouvez avoir accès à différentes images de différents endroits, différentes émotions, mais ça concerne toujours qu'une seule et unique vie. À ce moment-là, vous ressortez quand vous pensez avoir fait le tour, vous ressortez, vous refermez la porte et vous pouvez en ouvrir une deuxième, une troisième, une quatrième. Et cette technique-là, elle marche. C'est la plus simple pour tous ceux qui ne font pas nécessairement des expériences métaphysiques, un peu comme moi, là, qui ne flyent pas. C'est la technique la plus simple que tout le monde peut faire chez eux et qui est une bonne protection. Je vais vous donner un exemple, puis je ne suis pas gêné, je vais raconter parce que je l'ai fait, le fameux corridor avec toutes les portes. C'est ça. Il peut y avoir que 3 portes, il peut y avoir que 2 portes, mais il peut y avoir 150 portes. C'est le nombre de vies que vous avez eu derrière vous. Préparez-vous, des fois les corridors sont longs. OK. Je vais vous raconter quelque chose, puis ça, je l'ai vécu lors du séminaire que j'ai fait avec ce Français, dont j'oublie le nom. Il ne faut pas que vous oubliez que ça fait à peu près 25 ans, 25-30 ans que j'ai vécu ça. Moi, j'ai beaucoup de vie derrière moi, OK? J'ai beaucoup de vie. Et j'étais autant un homme qu'une femme. Je ne sais pas jusqu'à quel point j'étais plus d'homme que de femme, mais je ne peux pas dire. Mais ma dernière vie, celle que je viens de passer, avant celle-ci, j'étais une femme. Mais je vais vous raconter quelque chose. C'est drôle. Moi, je l'ai ri, puis en même temps, oui, c'est drôle. Je sais fondamentalement que dans ma dernière vie, j'étais une femme. J'étais aux États-Unis. Et là, riez pas de moi, là. J'étais une danseuse de musical. Je dansais d'une ville à l'autre. J'allais de ville en ville et je faisais un spectacle de danse avec une troupe de danseurs. C'était aux États-Unis, donc au début du 20e siècle. À l'époque, c'était la mode des danses exotiques. Donc, on dansait des danses espagnoles, égyptiennes. Et je me produisais pendant, disons, un mois de temps dans une ville, puis après ça, on allait dans une autre ville. Donc, j'allais de ville en ville. OK. Ça, j'en avais... bon, je le savais parce que dans cette vie-ci, j'ai dansé. S'il y a quelqu'un qui a usé des pistes de danse, c'est moi. Quand j'avais 35 ans, moi, j'allais danser 5 soirs sur 7 par semaine. À l'époque de disco, j'allais danser 5 soirs par semaine. Des fois, 6 soirs par semaine. OK. Bon, OK. J'avais de l'énergie à l'époque. Alors, on me met en état d'hypnose, pas en état d'hypnose, mais on me met en relaxation profonde. J'arrive devant un corridor, j'ouvre une porte, je me retrouve sur une scène de théâtre. Et là, les gens de la place ont fait les décors pour mon spectacle, et les gens amènent les décors. D'une laideur. Des décors cheap, mal faits. Et là, la scène, j'ai ouvert cette porte-là, je suis sur une scène de théâtre, et là, je suis là, j'ai dit, j'ai envie de pleurer, puis j'ai envie de rire, puis j'ai envie de dire, mais si c'est moi-même qui aurais fait les décors, ça aurait été 100 fois plus beau que ça. Je vais être obligé de danser devant cette affaire-là. Puis là, j'étais déchiré entre rire ou pleurer. Puis quand j'ai vu cette scène-là, je me suis rappelé que dans cette vie-ci, pendant 20 ans, j'ai fait des décors de théâtre, des marionnettes pour le théâtre pour enfants, puis que j'aimais faire tout de A à Z. Faire le décor, faire les costumes, faire les marionnettes et les manipuler. Vous ne savez peut-être pas, mais pendant de l'âge de 15 ans à 35 ans, à temps partiel, en plus de ma carrière de peintre, je faisais des spectacles de marionnettes pour enfants. Dans les théâtres et dans les centres d'achat. Alors, quand j'ai revécu cette scène, puis avec l'émotion du rire et des pleurs, ça m'a tout donné. Ben oui, c'est pour ça que dans cette vie-ci, j'ai tenu à faire des décors de théâtre puis à avoir le contrôle de A à Z sur la production. Et c'est pour ça que j'adore danser. Et c'est pour ça que j'aime ça être dans un train puis dans un autobus. J'aime ça, je relaxe, moi, dans un train. Parce que pendant une vie de temps, j'allais de ville en ville, dans des calèches
traîné par des chevaux et je suis quelqu'un qui est très à l'aise à être dans n'importe quel moyen de transport. Je me détends à admirer le paysage. Bon, je pourrais donner d'autres éléments, mais tout ça vient d'une simple porte que j'ai ouverte et dans une scène de 5 à 10 minutes que ça a duré, j'ai vu toute une série de comportements que j'ai eus dans cette vie-ci, que j'en ai compris l'origine. C'est ça, ouvrir ces fameuses portes-là. Alors, je le conseille de l'essayer. Et si vous êtes protégé par une entité supérieure, vous devez toujours savoir que vous allez fouiller dans des vies antérieures, puis peut-être même faire ressortir des émotions trop, entre autres, vider des émotions qui sont restées bloquées. Mais à tout moment, vous pouvez sortir de la pièce, c'est vous qui avez le contrôle. Mais je vous recommande quand même de vous abandonner jusqu'à un certain point dans l'expérience. Est-ce que, ouais, c'est ça. Je peux-tu regarder ma feuille? Oui. On parle de paquet de choses, mais je sais que... ouais, c'est ça. C'est sûr que les gens m'ont posé une question. À combien de temps qu'on est rendu? 1h30 minutes. OK. Magnifique. Bon, je vais juste, parce que les gens m'ont posé la dernière question que je n'ai pas répondu. J'ai l'impression, à soi, j'ai l'impression d'avoir fait un tourbillon dans ma tête. On m'a demandé de parler des guides. Je vais essayer de résumer rapidement, parce que c'est pas un sujet... je suis quelqu'un de très indépendant, très autonome, et je n'ai jamais senti le besoin dans ma vie de faire appel à mes guides ou à un ange gardien ou quoi que ce soit. Je sais que quand j'ai besoin d'aide, je peux appeler une communauté. Je fais partie plutôt d'une communauté que d'avoir un guide en particulier. Ça veut dire que je suis en contact avec un ensemble d'êtres qui ont le même cheminement que moi, où on se suit depuis plusieurs vies, mais pas vraiment un guide en particulier. Donc, c'est pas un sujet que j'ai vraiment approfondi. Comme les anges gardiens, moi, je vais dire une chose, encore là, je ne veux pas brusquer personne. Personnellement, je ne crois pas, puis Naja me dit la même chose, chaque être humain n'a pas un ange gardien, un ange protecteur à côté de soi. Non. Au moment que quelqu'un a besoin d'un, il y en a un qui vient. Au moment que tu en appelles un, il en vient un. Mais on n'a pas automatiquement ni un ange gardien, ni un guide. Parce que ça ferait 6 milliards de guides, 6 milliards d'anges gardiens. À un moment donné, c'est bien beau de dédoubler. Non. Mais au moment que tu sens que tu en as besoin, à ce moment-là, il se présente quelqu'un. On reste en contact avec nos amis, nos compagnons de route. Tu sais, quand ça fait 7 vies, 8 vies que tu vis avec quelqu'un, des expériences, tu te suis d'une vie à l'autre, ben, automatiquement, ces gens-là sont près de toi, puis ils peuvent venir t'aider à tout moment s'ils en sentent besoin. Je voudrais aussi... beaucoup de gens croient que quand leurs parents, leurs frères, leurs sœurs décèdent, ils deviennent automatiquement leur guide, leur compagnon qui les appuie, les protège, les encourage. Demandez-vous toujours la question, est-ce que ces gens-là le faisaient de leur vivant? S'ils ne le faisaient pas de leur vivant, ils ne le feront pas après mort. Il ne faut jamais oublier que quand quelqu'un meurt, il nous laisse sur le quai, hein? On est sur un quai, hein? Et le train s'en va. La personne s'en va. Elle s'en va vers autre chose. Toi, tu restes sur le quai. Toi, tu restes avec tes souvenirs. Lui, il s'en va vers un avenir. Alors, demandez-leur pas trop de regarder en arrière pour voir si vous êtes encore là sur le quai. Parce que moi, j'ai expérimenté des expériences où que des mères m'ont demandé de rentrer en contact avec un fils, une fille décédée en bas âge.
puis qui avait le besoin à tout prix de savoir, d'avoir des nouvelles de la personne décédée. C'est un univers que je connais un peu, mais je n'ai pas trop exploré parce que j'ai dit à plusieurs de ces mères-là, je leur ai dit, ces gens-là, vos enfants, ils continuent leur évolution, ils sont rendus ailleurs, ils ont autre chose à vivre, puis ils continuent. C'est vous qui êtes restés sur le quai avec cette impression-là d'une coupure, mais eux, ils sont bien, ils sont en train d'explorer autre chose. Demandez-leur pas de les regarder constamment en arrière. Moi, ma mère est décédée depuis 25 ans. Des fois, je me sens un petit peu coupable de ne pas penser à elle. Mais c'est normal. Je continue ma vie et j'ai des choses à vivre. Je ne veux pas rester accroché au passé à ce niveau-là. Alors, demandez à nos familles et à nos parents qui décèdent de devenir nos guides ou nos protecteurs, c'est un peu vouloir continuer à les garder ici, sur la terre. Mais ils sont plus dans un corps physique. Puis d'ailleurs, comme j'ai toujours dit, pour qu'ils puissent se manifester dans notre monde, il faut qu'ils nous prennent de notre énergie. Donc, il faut qu'on les alimente. Et souvent, c'est nous qui les alimentons pour qu'ils continuent. Je parle de ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question aujourd'hui sur la fameuse télékinésie, tout ça. Mais j'en dirai pas plus pour l'instant. On va rester à ce niveau-là. Mais je vais juste donner une dernière chose que ça c'est émotionnel, mais je vais vous le dire. Parce qu'on parle de compagnons. On parle, je dirais pas le mot âme sœur, parce que à ce moment, j'ai pas mal parlé contre le principe. À un moment donné, je faisais des expériences sur les vies antérieures. Et je travaillais avec une équipe, et on était dans un local, on était une dizaine de personnes, et on travaillait avec des écouteurs, puis il faisait jouer des fréquences qui amenaient le corps dans un état très, très profondément endormi. Et j'ai vécu une expérience qui m'a troublé, là, vraiment troublé. Je me voyais sur un chemin. Je vais essayer de ne pas être émotionnel. J'avançais sur un chemin, puis à un carrefour, j'ai rencontré un être qui s'est présenté devant moi. Et quand je l'ai vu, j'ai su que c'était mon âme sœur. Je vais utiliser quand même le terme, parce que tout le monde le connaît, mais je vais dire c'était ma compagne depuis des milliers d'années. Elle était au carrefour. J'étais surpris. Moi, j'étais en train d'état second, Et là, quand je l'ai vue, j'étais frappé. Puis sais-tu qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'attends? Moi, je suis sur la terre. Je vis un paquet d'expériences. J'essaie de survivre. J'essaie de me débattre. J'essaie de sauver ma peau sur la terre. Toi, tu es rendu assez évolué. Continue. Continue ton chemin. Toi, tu as le droit de continuer. Moi, je suis pogné ici, à vivre encore des expériences. Puis je ne sais pas quand je vais pouvoir m'en sortir d'ici. Je ne sais pas. Sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Je t'attends. Comme toi, tu m'as attendu quand c'était moi qui étais dans des mondes obscurs et que je vivais des expériences traumatisantes. Tu m'as attendu. Je fais la même chose. Voilà. C'était une des très belles expériences qui m'a fait dire, même si dans cette vie-ci, je vis seul, je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui m'attend. Comme je l'ai attendu. C'est une compagne pas d'une vie, c'est une compagne d'une éternité. Voilà. On vit toutes sortes de choses. Quand on commence à vivre dans cet univers-là, on vit des expériences qui sont vraiment des fois qui nous touchent profondément. Et ça, toute personne qui... Je ne sais pas si tout le monde a accès à avoir une compagne ou un compagnon d'éternité, mais je sais qu'il y a des êtres qui se suivent depuis des milliers d'années, puis qui se rejoignent toujours, constamment, à différents moments, à différentes périodes. Mais aussi, il faut accepter qu'il y a des périodes qu'on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, mais ce n'est que temporaire.
OK, une autre soirée. Encore là, j'essayais pas de me demander de quoi j'ai parlé ce soir, je ne sais pas du tout, mais j'étais un peu verbeux ce soir, je me trouve verbeux. On glisse-tu un mot? OK. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore jusqu'où je vais aller, je suis en pleine recherche, mais on va parler de la face obscure de tout le phénomène extraterrestre, parce que c'est un univers où que beaucoup de gens transportent des idées, des théories, et j'ai accumulé depuis un an ou deux beaucoup de choses qui me font réfléchir, et on aimerait, et peut-être aussi, si vous avez des questions sur ça, Mauro et Rubicello, mais on va parler je vais essayer de démystifier ou décortiquer toutes des croyances qui font appel à tout le côté obscur du domaine extraterrestre, puis essayer d'expliquer ma vision ou mon opinion, et surtout d'une façon positive. Parce que dans le fond, cette facette-là ne me touche pas personnellement, parce que je suis dans un autre univers, mais comme il y a beaucoup de gens qui en sont dans cet univers-là, je sens le besoin d'expliquer mon opinion sur cet univers obscur qu'on charrie sur les extraterrestres. Et globalement, le côté négatif du sujet. Parfait. OK. Ok, mes amis de Latitude 45, on a fini cette vidéo, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qu'on doit réfléchir parce que c'est vraiment un chemin immense et on ne sait pas jamais. On se voit la prochaine fois. Merci. Wow!